Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour l'épisode 11 du podcast Zéphyr. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de discuter avec Vincent Verza, qui est vidéaste, journaliste et militant écologiste politique français. Il est notamment connu pour sa chaîne YouTube Partager, c'est sympa. Nous avons parlé de son dernier documentaire animalier et militant, Le vivant qui se défend, et je vous invite à rejoindre ma conversation avec Vincent. Bonjour Vincent. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour le podcast Zéphyr, qui est un podcast académique et qui s'intéresse au lien entre les valeurs environnementales et l'expression artistique. Normalement, je m'intéresse plutôt à la littérature, à la lecture et aux récits écrits, mais aujourd'hui, on va parler d'un film, et donc ton film, Le vivant qui se défend, et qui est projeté aujourd'hui au Films for Future Festival à Zurich, aujourd'hui 15 novembre. Et tout d'abord, comme avec tous mes participants et participantes, je propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Très bien. Moi, je suis effectivement vidéaste activiste sur une chaîne YouTube qui s'appelle Partager, c'est sympa. Ça fait plus de 10 ans que je filme les mobilisations écologiques qu'il y a en France et en Europe. J'ai couvert les COP, les grandes manifs, les actions de désobéissance civile. Et il y a 4 ans, j'ai changé un peu ma manière de travailler. Je me suis intéressé au pistage animalier, à apprendre comment filmer et voir d'abord les animaux sauvages tout autour de chez moi. Et cet apprentissage m'a amené à changer mon regard d'abord sur ces animaux qui vivent dans des interstices de notre monde, mais aussi sur les luttes qu'on mène en leur nom ou pour empêcher la destruction de leur habitat. Et du coup, j'en ai fait un long métrage documentaire qui s'appelle Le vivant qui se défend. Et j'ai du mal à me considérer comme un artiste, mais c'est vrai que je fais aussi de la musique, je fais des films, je fais des vidéos, et oui, peut-être que je suis un artiste. Ok, trop bien, on va parler de ça aujourd'hui en tout cas. Justement, tu as dit que tu es activiste. Et donc ce film, il parle de résistance. Donc d'une part, la résistance humaine activiste, mais aussi la résistance du vivant face aux ravages écologiques causés par l'être humain. Et ma question est la suivante, donc je n'ai pas encore vu le film non plus, ce serait une première pour moi ce soir, Génial. donc tout de suite. Comment est-ce que tu lis en fait ces deux formes de résistance ? D'abord par mon récit personnel. C'est là où c'est assez particulier pour moi de faire ce film parce que j'ai pas la prétention de dire que c'est un propos universel. C'est vraiment assez intime et c'est comment est-ce que moi je lis les deux. Et pour le moment, ce que je vois, c'est que lorsqu'on arrive à empêcher qu'un projet avance et que un territoire soit détruit, on retarde d'autant la mort des animaux qui doivent traverser ce territoire, comme par exemple dans le cas d'une autoroute ou d'une route, c'est assez évident. Et moi, ce que j'ai vu dans mon pistage animalier pendant 4 ans, c'est à quel point le territoire qui est habité par ces animaux sauvages change en permanence, à quel point il change par notre fait. C'est nous qui rasons une forêt pour y mettre des vignes, qui détruisons une friche pour y faire passer une piste cyclable, et du coup, en moins de 4 ans, sur un tout petit espace, dans un rayon de moins de 2 kilomètres autour de chez moi, j'ai déjà vu des lieux qui étaient des lieux de vie, des lieux de naissance, des terriers d'animaux comme les renards ou les blaireaux, être profondément bouleversés, et pour autant voir ces animaux s'accrocher à ce territoire, le défendre à leur manière, c'est-à-dire en creusant un autre terrier, en traversant plus vite les zones qui étaient détruites et en essayant de pas se faire taper par les véhicules qui se mettaient à rouler. Ça m'a fait penser à notre manière, à nous, militants, de devoir se réinventer en permanence, de devoir faire évoluer nos luttes. En 10 ans de militantisme, j'ai vu quantité de mouvements émerger, et le film retrace plutôt l'émergence des soulèvements de la Terre, qui n'existaient pas quand j'ai commencé à militer. Et du coup, il y a cette similitude effectivement entre notre besoin de nous réinventer en permanence dans nos luttes, parce que quand on gagne, ils sont très mauvais perdants en face et ils changent les règles du jeu. Donc on doit être créatif. Et puis la capacité de ces animaux sauvages à rester, à s'accrocher à ces territoires et à y vivre malgré tout. Ok. Petite question en plus, comment est-ce que tu vis que
l'activisme soit perçu parfois par certaines personnes comme une violence, une forme de violence. Certaines personnes parlent d'éco-terrorisme, Mhm. etc. Alors que c'est juste une réaction à la violence des gouvernements ou bien des structures écocidaires, etc. Ouais, mais c'est quelque chose qui était important pour moi de montrer dans mon film, c'est à quel point ces militants qui mettent leur corps sur la ligne, qui investissent des fois plus d'un temps plein dans le militantisme sans être payés, font partie de ce que j'appelle le peuple des gens qui vivent de manière digne, c'est-à-dire qui ont réalisé qu'on est à une étape cruciale de l'histoire de l'humanité et qu'il faut être du côté de ceux qui essaient de changer les règles, de changer la manière dont on fonctionne et dont on habite le monde, et qu'ils le font en pratique, quoi. Et du coup, effectivement, pour moi, ce qui est extrêmement violent, c'est détruire les conditions de la vie sur Terre au motif que ça rapporte plus de thunes. Ça, c'est extrêmement violent, c'est déshumanisant. Et au-delà de ça, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est aussi une violence qui s'exerce sur toutes les espèces animales et végétales qui n'ont pas voix au chapitre, qui sont pas considérées comme des individus faisant partie de notre société. On les intègre pas dans nos prises de décision. Et pourtant, la violence de nos choix s'impose à elle et eux. Et du coup, ouais, moi, dans ce mot écoterroriste, j'ai envie de dire, mais qui est-ce qu'on terrorise exactement? Parce que si c'est la croissance économique, moi, ça me va. Hein. Par contre, effectivement, je pense pas qu'on est en train d'essayer d'employer des moyens pour terroriser la population. Au contraire, on déploie des énergies phénoménales pour être compris, pour embarquer un maximum de monde, pour faire des luttes qui sont joyeuses, dans lesquelles tout le monde peut se retrouver, quoi. Mhm. Et finalement, permettre aux populations de continuer à vivre dans Voilà. des univers plus ou moins viables. Ouais. En fait, nous, on essaie de préserver un bien commun. C'est là peut-être que se situe la ligne de rupture entre deux mondes. Il y a le monde qui veut la liberté individuelle par la croissance économique, et nous, on veut une organisation collective basée sur les besoins et les biens communs. C'est pas la même chose, effectivement. Ok, merci pour cette clarification. Je pense que beaucoup de gens doivent encore apprendre ceci, car c'est quand même un narratif qui est utilisé malheureusement par certains partis politiques. Euh, et donc enfin, tu es activiste, mais tu as dit aussi observateur de la nature. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est que dans ma recherche, je parle beaucoup, car je fais aussi une recherche de doctorat en éthique de l'environnement, de la place que l'humain perçoit avoir au sein de la nature. Et ça m'intéresse quand tu vas te camoufler dans la nature, donc tu te rends invisible pour pouvoir observer une nature non dérangée par l'être humain. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça te renvoie à une autre place dans la nature que tu occupes autrement dans ton quotidien? Ben, la meilleure réponse à ça, c'est ce que dit ma nièce dans le film. Je lui présente un terrier de blaireau qui est au milieu de mon visage et que j'avais pas été capable de voir, alors que elle, oui. Et on l'explore un peu, on s'interroge sur comment est-ce qu'ils vivent comme ça au milieu de nous, qu'est-ce que ça implique. Et sa conclusion, c'est de dire, en fait, quand je vois ça, je me dis qu'on n'est pas chez nous, on est chez eux là. Et c'est vraiment comme ça que je me sens quand je suis en affût. Je me répète que ce territoire, il est pas à moi. Je rentre par effraction chez eux. Et du coup, le minimum, c'est que je sois le plus discret possible et que je crée le moins de dérangement possible. Parce que j'ai bien conscience du faible espace qu'il leur reste, en fait. Et donc, si en plus on vient empiéter dessus, là, on est vraiment mal barré. Mais du coup, effectivement, ouais, c'est un recadrage de quelle est ma place dans ce monde. Euh, et c'est une envie de me sentir lié. Alors, souvent, les vidéastes animaliers vont parler de rencontres. Euh, pour moi, c'est pas un terme très juste parce que est-ce qu'il y a vraiment une rencontre si l'animal que je vois moi ne doit pas me voir, ne doit pas me sentir, ne doit pas me reconnaître en tant qu'être humain? Moi, il y a plus une observation Mhm. à cet endroit-là. Mais cette simple observation fait que moi, je repeuple mon monde de ses habitants, quoi. Moi, mon regard change Mhm. et je suis plus tout seul à le traverser. Mhm. Et donc, tu te sens plutôt observateur de la nature ou bien faire partie de la nature? Alors ça, c'est très clair qu'on en fait partie, Mhm. rien que par l'ampleur du dégât qu'on cause. C'est pas possible de s'en extraire vu que je vois que c'est nos projets hein, menés par ma mairie avec mon argent public qui bouleversent ces territoires. Donc évidemment, on est totalement acteur et j'ai plutôt envie qu'on prenne la mesure de à quel point on est acteur et à quel point on détruit sans même s'en rendre compte, de manière à ce que très rapidement on sorte de notre aveuglement.
Ok, et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait que 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. Moi, j'avais une approche de paysage de la nature avant. J'allais ou de d'activités récréatives. J'allais y faire du VTT, la course à pied, Mhm. et j'aimais bien être dans la nature. Mhm. Mais par contre, faire une observation, pas du tout. Et c'est vrai que encore maintenant, il y a de temps en temps des réactions à mon film qui disent, mais moi aussi, j'en vois des blaireaux, ils courent le long de la route. Et je suis là, oui, mais c'est pas vraiment tout à fait la même chose de Mhm. voir un blaireau quand t'es dans ta voiture sous tes phares pendant moins d'une demi-minute, ou de voir un blaireau sortir, faire sa toilette, créer du lien avec les autres membres de son clan. Mhm. C'est ça les comment dire, ça leur redonne le statut d'individu à part entière plutôt que simplement d'une espèce qu'on croiserait, Mhm. quoi. Ouais, de sujet et pas d'objet qu'on voit. Exactement, ouais. Et est-ce que tu as lu La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson? Ouais, Ok. ouais, ouais, carrément. Et tu l'as reçu comment cette œuvre? Parce que, enfin, moi je m'y connais pas du tout en observation du coup, Ouais, mais ça m'a fait penser à cette œuvre que j'ai lue. ouais. Bah effectivement, c'est une manière assez poétique et forte de décrire ce qu'est un affût. C'est sûr que moi, je prends quand même un peu le contre-pied de l'approche qui est développée dedans parce que je veux pas chercher un animal rare, un félin super prédateur au fin fond du Tibet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les guêpiers d'Europe qui nous visitent chaque été, les renardeaux qui grandissent devant le terrier juste à côté de chez moi et cette nature de proximité en fait. C'est à mon avis celle-là qu'on a besoin de se mettre Mhm. à protéger. Surtout que moi, j'évolue plutôt dans un milieu militant qui s'intéresse aux luttes locales, c'est-à-dire à des gens qui s'organisent pour empêcher très localement des projets inutiles et imposés. Donc ça fait sens de se dire, si on veut empêcher tel projet, qui est-ce qui vit actuellement sur l'espace, quoi. Oui, ce qui fait sens aussi, car si on regarde que les espèces emblématiques, enfin, comment me sentir responsable de protéger un ours polaire alors que moi, mes relations, elles se font avec d'autres animaux, donc je Mm. comprends ton point de vue. Ouais. Et donc finalement, on en vient à ton film. Euh, Ma question, enfin plutôt le message que tu veux communiquer avec ton film, euh, pour moi, l'art et, enfin, de manière générale, les expressions artistiques, c'est vraiment un moyen de toucher les gens plus profondément que par un article de journal ou un speech politique ou je sais pas, etc. Est-ce que, enfin, quel est le message, quelles sont les valeurs que tu veux faire passer avec ton film et pourquoi tu choisis le format cinématographique? Et car tu es aussi beaucoup sur les réseaux, donc tu aurais pu aussi continuer simplement comme ça. Et pourquoi pas un livre, par exemple, etc. Ouais, bon, il y a d'abord qu'est-ce que je sais faire. Moi, je sais filmer et je sais monter. Et du coup, écrire un livre, c'est un peu en dehors de ma zone de confort, bien que j'envisage de le faire en partie. Mais c'est surtout que moi, je vois pas de meilleur moyen, de meilleur vecteur pour traverser des émotions que un film en fait. Mhm. Et c'est peut-être la première fois hein, dans mon travail où j'ai vraiment le temps, où je prends le temps de me dire tiens là quelle émotion, de quelle manière est-ce que je veux l'amener et de m'autoriser à me dire, à viser comme objectif que les gens pleurent en regardant mon film. J'avais jamais fait ça avant. Et effectivement, les gens me disent qu'ils pleurent Mhm. beaucoup devant mon film. Donc et puis c'est pas que pleurer, ils rigolent aussi, ils sont touchés, ils ont de l'espoir. Il y a plein d'émotions qu'on traverse en regardant ce film et c'est sûr que je sais que ça contribue à ce qu'il ait un impact plus long terme. Ok, donc la force plutôt des images aussi, Ouais. et de la musique peut-être aussi, Ouais, plutôt que... complètement. Les Ouais. couches, hein, faire un film, c'est des couches de sens. Il y a d'abord l'histoire qu'on raconte, dans quel ordre on emmène le spectateur. Après ça, quelle image nous permet d'illustrer ou justement de laisser planer du suspense ou une émotion, laisser le temps à ce que l'émotion arrive. Et la musique qui la guide beaucoup, y compris en intensité. Je sais que quand on est en montage, des fois on dit vas-y montre encore plus là la musique, faut vraiment que ça nous englobe complètement. Mhm. Et je pense que c'est indispensable pour qu'on soit authentiquement ému de voir une coupe rase. Si on met une petite musique calme, on le sera jamais. Donc et pourtant on devrait être ému devant une coupe rase parce que c'est un massacre quoi. Oui, bah merci beaucoup, je me réjouis vraiment de voir ce film, on va voir si je vais pleurer ou Oui, rigoler. ouais, Beaucoup de gens me disent que j'ai vu quelques films du festival déjà,
Et par exemple, mon copain, il est quand même dans le développement durable et tout, mais pas autant que moi. Et il m'a dit qu'il était un peu déprimé après. Mais moi, j'essayais de lui expliquer qu'il y avait aussi souvent des messages de lutte et d'espoir. Mhm. Donc, un message que tu as sûrement voulu faire passer. Ouais. Donc, on va voir ça. Ouais, carrément. C'est sûr que quand on n'est pas en mouvement, quand on n'est pas en train d'agir ou quand on n'est pas connecté avec des collectifs, c'est beaucoup plus logique d'être assez déprimé. Parce que l'espoir est pas un truc qui jaillit tout seul. C'est quand on fait quelque chose qu'on a l'espoir qu'il se passe quelque chose d'autre derrière. Et du coup, moi, c'est mon conseil principal à toutes les personnes qui sont un peu au fond du trou, là, c'est de se mettre en collectif, de rejoindre, de se mettre en action, aussi petite soit-elle, parce que c'est ce qui alimente l'espoir. Oui, agir collectivement. Mhm. Super, merci beaucoup. Et le film s'appelle donc Le Vivant qui se défend. Il est en ligne sur ma chaîne YouTube. Partagez, c'est sympa. Il est gratuit et sans pub. Très bien, on ira voir ça. Merci d'avoir accepté l'interview. Avec plaisir. Bonne soirée. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que ça vous a plu. Toutes les références citées seront en note du podcast. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur Spotify ou de nous suivre sur Culture et Communication. Merci beaucoup.